mesdames et messieurs, je vous prie de recevoir à ce pupitre M. Prédoumi Soumaïla pour le mot de bienvenue sous vos ovations, s'il vous plaît. Monsieur le Président du PDCI RDA, Monsieur le Président honoraire du PDCI RDA, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, Mesdames et Messieurs membres des instances du PDCI RDA, chers invités, Mesdames et Messieurs de la presse nationale et internationale, au nom du Président du PDCI RDA et de la haute direction du parti, je vous souhaite la cordiale bienvenue à la maison du PDCI RDA, maison de la paix. Depuis son élection à la tête du PDCI RDA, le 22 décembre 2023, le président Tidiane Diagne a adopté une méthode très largement participative de la gestion des ressources humaines et des réflexions stratégiques. Cela s'est concrétisé par des rencontres individuelles, des concertations avec les cadres et des rencontres dans les zones politiques. Des centaines et des centaines de rencontres directement ou par appel ou par concertation ont été effectuées. Après avoir donc fait la synthèse de ces différentes rencontres et s'inspirant des textes de notre parti, le président Tidiane Diagne est à mesure aujourd'hui de livrer les premières décisions relatives à l'organisation de notre parti. Le président remercie tous les militants pour leur patience et leur ouverture d'esprit au cours des échanges qu'il a eus avec eux. Mesdames et messieurs, c'est donc la nouvelle principale, livraison des premières réflexions, des premières décisions du président concernant la vie du parti. Je vous remercie. M. Soumaïla Brandoumi, porte-parole du parti, vient de donner son mot, je pense dire le mot de bienvenue du parti. Voilà, tout à l'heure le président va prendre la parole, je crois. On voit le président qui est là. Monsieur le président honoraire du PDCI RDA, le ministre d'État B, ordonnateur général. Je crois qu'il y a un problème technique avec son micro. Mesdames et messieurs les vice-présidents, mesdames et messieurs les membres des instances. Voilà. Comme un petit souci technique avec le micro du président. Je crois que le service technique va chercher à réparer ça. Et puis comme voilà. a été rappelé, Le président, peut-être, il serait bien qu'il passe au pupitre. Bon, comme il a été rappelé à l'instant, vous m'avez fait l'honneur de m'élire président de notre grand parti du 22 au 23 décembre 2023 à Yamoussoukro, succédant ainsi au président. Succédant ainsi au président Félix Houphouët-Boigny et à feu le président Henri Konan Bédié. Avant de continuer, je souhaiterais que nous observions une minute de silence en la mémoire du président Bédié. Voilà, je vous remercie. Donc ce que je vais faire ce matin, comme il a été annoncé, c'est vous présenter les premiers résultats de réflexion qui a été menée. Non, là vraiment, ça ne va pas. Ouais, mais on a essayé de résoudre le problème de son et il semble qu'il y a toujours une réponse, mais ça des problèmes. Il serait bon que le président prenne le pupitre. Voilà, le micro de pupitre, ce serait bon. On va y aller comme ça. Tout le monde m'entend? Bon, merci. Bon.
Je disais donc que j'ai été élu, que c'est un énorme privilège. Donnez un micro. Voilà, mes internautes, quelques soucis techniques. Je pense qu'il serait bon de prendre, à mon sens, à mon avis, le micro du pupitre, sur lequel le porte-parole s'est prononcé tout à l'heure. Ce serait bon. Ce sont les aléas du direct. Nous rappelons que nous sommes aujourd'hui ici à la maison du PDCI RDA pour suivre la communication du président. Le président qui a été élu après le décès. Voilà, je crois que tu as été entendu. Le président va finalement prendre le micro du pupitre. C'est sur ce micro que le porte-parole s'est prononcé tout à l'heure. Là, c'est bon. Allô, allô. Bon, on reprend. Je peux vous assurer qu'on va examiner ce qui s'est passé et qu'on en tirera les conséquences. J'espère vraiment que c'est la dernière fois. Donc, je reprends. Je disais que vous m'avez fait l'honneur de m'élire comme président du PDCI RDA, notre grand parti, et que je mesure l'honneur qui m'est fait. Donc, ce que j'ai fait depuis le 24 janvier, qui est la dernière fois que nous étions dans cette salle, il y a tout juste 6 semaines, c'est effectivement mener des consultations. J'ai rencontré beaucoup d'entre vous qui sont dans cette salle et d'autres qui ne sont pas dans cette salle. Et également, nous avons fait fonctionner un call center, on vous en avait parlé. Nous avons consulté plus de 2500 de nos secrétaires de section. Donc c'est une base très solide pour faire l'évaluation de où nous sommes. Parce que dans toute chose dans la vie, ça doit commencer par une évaluation de notre point de départ. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Le parti a de grandes forces. Et ce sera le premier point de mon exposé ce matin. Si la technique veut bien nous faire passer la première page. Messieurs, Faites passer le truc, on ne vous pas dit d'applaudir. on vous attend. Soulever des gens, ils sont pétés. Après, il a fait du copinage. Voilà. Donc les forces du parti. Clairement, il faut qu'on fasse de la technologie une des forces du parti. On n'y est pas encore. Donc, notre forte implantation sur l'ensemble du territoire national. C'est vite dit, c'est très difficile à accomplir. C'est le résultat du travail de plusieurs générations de militants qui se sont consacrés à maintenir la vie du parti partout en Côte d'Ivoire. C'est un atout que tout le monde nous envie et dont il ne faut pas sous-estimer la valeur et qui doit servir de base à nos réflexions. Le point suivant, et ça c'est un compliment pour vous tous qui êtes dans la salle, c'est une solidité et une résilience extraordinaires. Nous sommes un parti solide, nous sommes un parti résilient, et j'ai demandé qu'on soit en pagne PDCI. Moi, ça me fait plaisir de voir cette marée verte dans la salle ici, de pagne et qui montre que nous sommes toujours là, malgré toutes les épreuves, malgré toutes les difficultés que nous avons traversées. Un point important pour moi qu'il faut toujours souligner. Le point suivant qui est extrêmement important, c'est une culture profondément enracinée de dialogue et de paix. C'est peut-être une de nos contributions principales à notre pays. C'est que notre pays a été fondé par un parti qui croit dans le dialogue, pas seulement dans le discours, mais dans les actes, et qui croit dans la paix comme une valeur. C'est fondamental. Le point suivant, enfin, c'est ce que je décris peut-être dans un vocabulaire plus moderne comme un capital de sympathie auprès des Ivoiriens, qui nous sont reconnaissants d'avoir fondé ce pays, ce beau pays. Et je vais faire un commentaire ici qui sera peut-être pas bien reçu par tous. Mais le régime actuel date de 2011, c'est-à-dire que les enfants de ce régime ont au maximum 13 ans. Donc tous les Ivoiriens de plus de 30 ans sont les produits du système éducatif mis en place par le PDCI.
C'est incontestable. Quand on a 30 ans, on est né en 1996 ou 94, on était sous le régime PDCI. Et nous sommes tous fiers des infrastructures et de toutes les réalisations qui jalonnent la Côte d'Ivoire, mais elles ont été réalisées par des personnes produites par le système éducatif du PDCI, quel que soit le temps de leur réalisation. Il faut le dire, ce n'est pas être polémique, c'est une réalité, il faut rendre à César ce qui est à César. Et ça, c'est quelque chose dont moi, personnellement, je suis très fier. Je suis moi-même un produit de ce système, et nous tous ici, dans cette salle. Si le PDCI n'avait pas fait le pari qu'il a fait sur l'éducation, il n'y aurait rien à construire et il n'y aurait personne pour contrôler les travaux, exécuter les travaux, concevoir les plans. Donc ça, c'est un cadeau, un héritage que nous avons apporté à la Côte d'Ivoire et qui n'est pas à sous-estimer. Donc tout ça, c'est sur le côté positif du bilan. Bon, maintenant, ce qu'il y a aussi, c'est que toute œuvre humaine est perfectible. Donc il y a des opportunités d'amélioration. Et c'est ce que j'ai essayé de regrouper dans les pages suivantes. Surtout quand on interroge nos secrétaires de section, ils parlent d'une certaine rupture de la chaîne, et là j'utilise leur langage, ce sont leurs mots. Une rupture de la chaîne entre la base et les cas. C'est pas nouveau, je pense que tous les partis dans le monde ont ce constat. Les gens à la base trouvent toujours que le sommet est trop loin, dans toute entreprise, dans toute organisation humaine. Mais cela dit, il faut quand même prendre ça en compte et essayer de prendre des mesures pour rapprocher la base et le sommet dans tous les cas. Le point suivant qui revient aussi, c'est l'absence d'un projet commun. D'un projet commun formulé, explicité, depuis longtemps. Donc c'est une chose à laquelle il faut prêter attention. Après, il y a des observations plus générales, je passerai assez vite, mais ça aussi on trouve ça dans toutes les organisations. Qu'on est insuffisamment orienté vers les résultats. Bon, c'est vrai aussi que le niveau de cotisation reste relativement modeste par rapport au potentiel. Je parlerai après des nouvelles adhésions et de ce qu'elles nous apportent, mais c'est quelque chose sur lequel on peut agir également pour améliorer les choses. Là, vous êtes en retard sur moi, hein, si vous pouvez rattraper. Voilà. Ensuite, niveau de cotisation. Voilà. Donc, c'est les commentaires que je viens de faire. Si on passe à la page suivante. Alors, ça aussi, on nous dit qu'on pourrait être plus proactif en termes d'élections, de management des élections, et je reviendrai aussi là-dessus. Beaucoup aussi de commentaires sur la pauvreté qui existe dans nos campagnes, dans nos villes, dans le monde rural et dans le monde urbain, et notre capacité à proposer des solutions à ceux qui souffrent, au-delà de la solidarité, et puis également à promouvoir les PME-PMI. C'est un point sur lequel je reviendrai, si on continue. Et aussi, on a un potentiel au niveau de la diaspora qui pourrait être plus activement mobilisé. C'est quelque chose sur lequel on va aussi revenir. Donc, finalement, ayant fait ce bilan avec les forces qui sont énormes et certaines opportunités d'amélioration, la question c'est comment est-ce qu'on avance en s'appuyant sur les forces, mais aussi en trouvant des solutions aux difficultés et aux obstacles qui sont identifiés. Donc, ce qu'on propose, c'est une nouvelle approche, avec un accent plus fort sur les districts et les régions. Le deuxième point, c'est vraiment le développement d'un projet commun. Ça, vous avez vu que c'était aussi un des sujets pour notre base. Et puis ensuite, une certaine évolution des structures existantes. Donc, je vais prendre ces points dans l'ordre et puis les couvrir. En commençant donc par les districts et les régions. L'objectif ici, et c'est l'objectif que vous m'avez tous donné, vous ne m'avez pas vraiment demandé mon avis, mais à Yamoussoukro, qui est de mettre le parti en ordre de bataille pour l'élection 2025. Donc ça a été le premier objectif dans la réflexion, c'est le mandat qui m'a été donné, et je suis ici pour vous rendre compte de ce qu'on fait sur ce plan-là. Le deuxième, c'est vraiment d'avoir une structure organisationnelle, qu'on soit d'accord avec elle ou pas, mais qui est alignée sur le découpage électoral et administratif du pays. Parce qu'à la fin de ce processus, on va à une élection, donc c'est important que notre organisation et la structure reflètent la carte administrative du pays, avec des responsabilités claires et des objectifs précis qui permettent donc un suivi régulier. Alors, si on prend ensuite la carte de Côte d'Ivoire que vous connaissez tous, on a donc 14 districts, et ce que nous proposons, c'est de mettre en place, en tout cas jusqu'à 2025, jusqu'aux élections, une capacité d'action par district, et que je vais détailler ensuite. Avec, sur la page suivante, un sujet que j'ai discuté avec beaucoup d'entre vous, qui est où est la population dans notre pays.
Moi, je crois que la démographie, c'est une considération très importante dans toutes ces réflexions stratégiques. Où vivent les Ivoiriens? Dans les 14 districts. Ça, c'est le recensement donc, de 2021. Il totalise 29,9 millions d'habitants. Donc, où sont-ils? 6,3 pour Abidjan. Si tout le monde peut voir, 6,3 pour Abidjan, le district d'Abidjan, qui est le premier. Suivi par les montagnes. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours perçu. Je disais aux gens dans la salle au hasard, quel est le deuxième district le plus peuplé? On ne dirait pas nécessairement les montagnes. Eh bien, ce sont les montagnes, à l'ouest là-bas. Ensuite, à égalité, plus ou moins, on a le Sassandra Maraoué et le Bas Sassandra, avec 2,7 millions chacun. Si vous pensez qu'à l'indépendance, le pays avait 3 millions d'habitants, ça vous donne un peu l'idée du poids de ces régions. Quand on dit 3 millions, 2,7 millions, c'est ce que la Côte d'Ivoire était en 1960, dans chacun de ces endroits. Bon, le Godjibois, 2,1 millions. Donc souvent, je regroupe ces quatre, ça fait 10,5 millions. 11 millions. Et ce n'est pas toujours perçu qu'il y a un tiers des Ivoiriens qui vivent dans ces 4 districts. Et si vous ajoutez Abidjan, vous êtes quasiment à 17 millions, c'est quasiment toute la population. Et les autres étant beaucoup moins peuplés, les lagunes à 2 millions, Lac à 1 million, Vallée du Mandama 2 millions, Dinguélé 400 000, Savane 2 millions 100, Woroba 1 million 100, Zanzan 1 million 300. Bon. En gros, on sait très bien qu'il y a eu une énorme migration avec la boucle du cacao de l'Est vers l'Ouest. Donc il y a beaucoup de populations qui viennent de l'Est du pays qui sont installées là-bas. Et c'est un gros sujet. Et je vais revenir sur un point que j'ai fait quand j'ai rencontré les populations de l'Ouest et qui a fait l'objet de certaines polémiques, qui est donc l'histoire des 12 millions. 12 millions d'électeurs. Parce que je suis parti des 30 millions d'Ivoiriens, on a cru que j'avais oublié qu'il y a 6 millions d'étrangers dans les 30 millions. Je voulais simplement aller vite ce jour-là parce que j'ai quand même fait le recensement de 98 entièrement en tant que ministre du Plan, donc je n'ai pas la mémoire si courte que ça. Donc je sais qu'il y a 6 millions dans les 30 millions, mais ce n'est pas le point le plus important. Le point important, c'est les 24 millions d'Ivoiriens en 2021. Okay? Et on a 8 millions sur les listes électorales. On me dit, je vais trop vite, il faut que j'explique ça lentement, donc je vais essayer d'expliquer lentement. On a 8 millions d'Ivoiriens inscrits sur les listes électorales. Ça fait 33% de la population ivoirienne, de nationalité ivoirienne. Ça, c'est un chiffre qu'on peut comparer à ce qu'il est dans d'autres pays. Okay? Donc, au Sénégal, ce chiffre est de 53%. Au Bénin, il est de 49%. Au Togo, il est de 44%. Au Libéria, il est de 37%. Donc, à 33%, nous sommes en dessous de tous ces pays-là. Donc, la question de la taille du corps électoral est réelle. On doit se la poser. Et donc, ensuite, pour dire, mais qu'est-ce qui est acceptable? Et si vous regardez l'évolution de la population qui croît très vite chez nous, à peu près à 3% par an, nos 24 millions de 2021 seront 27 en 2025. En 2024, pardon. Oui, 2025. 27 millions, prenez ça comme population ivoirienne en 2025. Et si vous prenez 40% de ça, ça fait 11 millions. Donc, dans tous les cas, les 8 millions sont très loin de là où on devrait être. Et 40%, c'est un minimum. Vous voyez qu'un pays comme le Libéria, qui a eu 10 ans de guerre civile et qui est désorganisé, est à 37%. D'où les 12 millions. Et j'ai consulté Jean-Marie Akeboué, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui pour moi est un des meilleurs spécialistes de la carte électorale de notre pays, et il me dit qu'il est arrivé au même chiffre par ses analyses à lui. Donc je crois que prendre ce chiffre de 12 millions comme objectif, c'est important. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler sur les 8 millions. On a tous le diagnostic, la nécessité de réformer la CUI, la nécessité d'avoir un audit des listes électorales telles qu'elles existent, mais il ne faut pas se laisser enfermer dans un dialogue sur les 8. Parce qu'on sait tous que c'est problématique. Donc vraiment cet objectif, et c'est aussi la philosophie de l'organisation qu'on propose ici, c'est d'arriver à un enrôlement massif. Je ne sais pas où est Blessy, est-ce qu'il est là? Voilà, il est là. Maître Blessy, c'est lui qui a fait beaucoup de travail là-dessus, il a partagé ses notes avec moi, etc. C'est un sujet, on sait tous que c'est un problème d'état civil. Il faut donner aux gens des pièces, que ce soit des extraits d'actes de naissance ou des jugements supplétifs, et ensuite les aider à obtenir un papier d'identité et à s'enregistrer sur les cartes électorales. C'est pas facile. On sait qu'on ne nous facilitera pas la tâche, mais je crois aussi que ce discours-là, il est audible à l'extérieur. En tout cas, c'est un discours que je tiens avec nos partenaires au développement, et ils comprennent tous que la crédibilité des élections, c'est une condition pour la démocratie. Et que si on conduit une élection
où le corps électoral ne reflète pas la nation, on a un problème de crédibilité à la sortie. Et je pense que sur ce thème, on a beaucoup de soutien. Et donc, on va continuer à pousser là-dessus. Alors, quelles sont les missions des hauts représentants? C'est la page suivante, s'il vous plaît. C'est donc de représenter le président du parti dans chacun des districts. Ça, c'est évident, mais c'est aussi en général d'organiser la vie du parti en œuvrant. Encore un autre souci technique. Le micro du président est totalement coupé. Nous sommes quand même au PDCRDA et ça, ce n'est pas normal. Je suis d'accord avec le président qui a dit tout à l'heure que c'était la dernière fois. Allô? Bon. Il marche ce micro? On m'entend? Bon. C'est que le troisième. J'espère que ce sera le dernier. Alors, donc, œuvrer à l'implantation au rayonnement du parti dans chaque district, veiller à la mise en œuvre du programme du parti à l'échelle du district, et ensuite, si on peut, si quelqu'un suit là-bas. Allô? Bon. Surtout, et c'est la page suivante, non mais j'essaye de faire qu'il me donne les pages à mesure. Voilà. Donc, veiller à la mise en place du personnel politique, ça aussi c'est un point qui revient. Il semble qu'il y a quand même beaucoup d'endroits où les délégués sont soit vacants, soit décédés, n'ont pas été remplacés. Donc il faut vraiment faire ça systématiquement. Et ça va être la responsabilité dans chaque district que les effectifs soient au niveau où on les attend, que tous les postes soient occupés. Et ensuite, c'était le point que je faisais plutôt, l'aspect électoral, s'assurer qu'on enrôle le maximum de gens, qu'ils ont des papiers, qui peuvent exercer leurs droits civiques et voter, et choisir, en tout cas en 2025, le président du pays, et ensuite les autres structures de direction du pays. Si on peut avoir la page suivante, que j'ai déjà couverte, voilà, coordonner les activités relatives aux élections, et puis faire toute proposition pertinente, parce que l'avantage d'être au contact du terrain, comme ces équipes-là seront, c'est d'écouter et d'être capable de faire remonter les informations et les idées et les suggestions, et on sera à l'écoute. C'est vraiment ce qu'on souhaite faire. Donc, maintenant, je vais vous dire qui sont les 15 hauts représentants, parce qu'il y en a 14 pour la Côte d'Ivoire et 1 pour la diaspora. Donc, en commençant, je dirais à tout seigneur, tout honneur, par Abidjan, avec Abi Raoul. Représentant du PDCRDA, Abi Raoul, maire voilà. De Mako. Ensuite, les lagunes, Yapo Kalis. Est-ce qu'il y a Kalis est là? Oui. Alors, Nyangbe, Yamoussoukro. Bon, je crois qu'il est sur le terrain, c'est très bien. Ensuite, on a donc pour les lacs Yobwe Pascal. Ensuite, la vallée du Bandama à Maître Blessy. Ensuite, la Komoé, on a Ngouan Jérémy. Donc on continue. Ensuite, les montagnes, Casio. On continue. Alors, le bassin rural, Létro. Non, il m'a appelé, il n'est pas là parce qu'il est avec la reine de Belgique. Oui. Il est excusé. Il est excusé. Donc, Gaume Dubois, j'ai oui. Ensuite, on continue. Koulibaly Soulaïman pour les savanes. Donc, Likan, oui, Likan. Voilà. On
continue. Boroba Ali Bakayoko. Il est là. Bonjour Ali. Il ne reste plus que 2, si je ne m'abuse. Zanzan, Apo Laurent. Voilà, on continue. C'est toi. Oui. Dengele Diarasuba Seydou. Je pense qu'il n'a pas eu sa photo. On n'a pas eu la photo, donc il nous faudra ça pour nos archives. Bon. Ensuite, copie Nestor pour la diaspora. Voilà. Donc, tout le monde est important au parti, mais d'ici à 2025, ces 14-là, 14 plus 1, vont être extrêmement importants. Et on fonde beaucoup d'espoir sur vous. Et on fonde beaucoup d'espoir sur moi. Moi, je fonde beaucoup d'espoir sur vous. Pour vraiment conduire ce processus. Alors, la manière dont nous avons proposé d'organiser ça, c'est qu'il y ait aussi des hauts conseillers pour chaque district, qui seront essentiellement des personnalités du parti qui ont une grande expérience politique, beaucoup de crédibilité, et qui pourront servir de référence morale aux plus jeunes qui seront opérationnels. Donc, plusieurs hauts conseillers, un haut représentant, on l'a dit. Excusez-moi, mais il y a... Bon, voilà. OK. Un ou plusieurs rapporteurs, un ou plusieurs secrétaires. En fait, entre les rapporteurs et les secrétaires, fondamentalement, c'est la petite équipe, en général de 4 ou 5 personnes, qui va aider le haut représentant. Ensuite, ce qu'on a dit, c'est que le nombre de rapporteurs et de secrétaires va être fonction du potentiel électoral, mais aussi de la position du parti. Peut-être dans des endroits où on est plus faible, on voudra mettre une équipe plus forte pour reconquérir du terrain, et peut-être on aura besoin de moins de ressources. Là, il s'agit simplement de défendre la position. Donc, la cellule de support du district, là, c'est quelque chose qui intègre pratiquement tout le monde. Tous les délégués départementaux, tous les délégués communaux, généraux, et chaque élu, député ou maire, sera d'office membre de la cellule. Et donc, derrière ça, il y a un projet de décentralisation. J'ai parlé à un certain nombre des hauts représentants, parce que ce que je veux, c'est que ce soit eux qui déterminent leur organisation interne. On m'a dit, oui, mais pourquoi ne pas faire ça au niveau des régions? Moi, je préfère que chaque district décide de comment il va s'organiser. Nos districts sont différents, culturellement, historiquement. Nos populations ne sont pas organisées de la même façon en termes de prise de décision. Et je pense que chaque district doit être libre de voir ensuite, une fois qu'il a l'ensemble des élus, des délégués, comment il veut les organiser pour ensuite agir. Ça, c'est un travail qui va les occuper, je pense, pas mal. Là, on vous a mis la liste des hauts conseillers pour chaque district. Donc, je peux les lire. Abidjan, c'est Nkomo Mobiu Ernest. Noël Akossi Benjo, qui n'est pas là. Je vais parler de lui plusieurs fois, mais il est actuellement en France pour des raisons personnelles et avec mon accord. Donc, je lui ai demandé la permission de vous dire ça et il regrette de ne pas être là, mais il est au courant de tout ça et il est avec nous. Donc, Noël Benjo, on a mis Linda Dadier. Les lacs, on a mis Rémi Alakwadio, Nyamian Goran, Madame Bobi Assa, Koumoui Kofi Maurice, Godjibois, on a mis Bodi Théodore, Maurice Kakubikawe, Babi Dominique, Yamousoko, Tiam Abdelaziz, Jean-Noël Lukou, Komoé, Edian Pontiemele, Madame Aka Véronique, Denise Oufoy-Boigny, Abdoulaye Racine Bang, Sassandra Maraoué, Professeur Kofi Boni, je salue encore, Alphonse Gédé Madi, Kofi Tiezan Léopoldine, Les Lagunes, Béda Seller, Kakou Gervais, Cess Essiane Daniel, Oussaï Nyassou, Félix Dadier, Valé du Mandama, Yoboué Lazare, Hassana Sangaré, je l'ai vu en arrivant tout à l'heure, Mandama Ngueta, que j'ai vu aussi, et Kwame Kra. Donc, qui sont vraiment les autorités morales pour chacune des zones à qui tout le monde peut se référer. Si on continue sur la page suivante, voilà. Là, ça Sandra Begré Donatien, Denguélé, on a Diaby Rouge, les montagnes, on a le ministre d'État Bombay, Dr Bleu Léné, Gueux Michel, Simon Do, Zanzan, Essi Amara, Babako, Amadou Ouattara, qui est là aussi, Koulibaly Sita dans les savanes et Diomandé Oui dans le Gourou. Et donc, si on continue dans la logique, là, je vous donne un exemple, qui est le Bassa Sandra. En fait, cette page existe pour chacun des 14 districts, donc avec le haut conseiller, le haut représentant qui là est Netro, qui n'est pas là, mais il sera supporté par AKRV, que j'ai vu aussi, Yao Lazare. Bon, parce qu'il faut vraiment une force de frappe derrière le haut représentant. Des gens qui sont crédibles sur le terrain, qui vont aller au contact des populations, qui
qui vont les convaincre de faire ce qu'on souhaite, c'est-à-dire obtenir des papiers, venir faire leur carte d'électeur. Et ensuite, donc, on a les secrétaires, Mme Fofana et puis Gobo Yokore Bernard. Gobo, lui, il a travaillé avec moi au CNET, je le connais bien. Et la cellule, c'est tout, en fait, tous les élus du district. Vous allez voir, en fait, les cellules, en gros, c'est autour de 30 personnes, à peu près. Une équipe de 30 personnes par district. Et ce sera à eux de s'organiser, de voir comment ils veulent gérer les zones. Donc voilà un peu l'idée de ces espèces de task force qui doivent travailler jusqu'à 2025 et nous amener à l'élection. Si on continue, alors voilà. Donc j'ai couvert le premier point qui était de dire on veut mettre l'accent sur les districts et les régions. Donc c'est à travers ces structures qu'on va le faire. Et les arrêtés ont été signés. Vous allez voir tout ça. Vous allez voir tout ça arriver. Le deuxième point, c'est renforcer la coordination générale du parti. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas là. Il y a un problème sur cette page. Bon, allons à la page suivante. Voilà, coordination renforcée des activités du parti. Il y a un nouveau rôle qui est créé, qui est celui de vice-président, chargé de la coordination générale du parti, qui va coordonner les activités, parce qu'en fait, on est en train de rendre l'organisation plus complexe. Parce que les secrétariats exécutifs restent, on est en train de créer tous ces districts, nos représentants, il y aura des besoins de coordination, et donc j'ai souhaité qu'il y ait une personne qui reporte à moi, donc ce soit la tâche, et que tout ce qui tombe un peu entre les structures soit référé à cette personne, et qui veille à la collaboration effective entre tous les organes. Et en fait, j'ai demandé donc à Noël Absi Benjo, de jouer ce rôle, ce qu'il a accepté. Donc c'est un homme que vous connaissez tous, qui est un homme d'expérience, et aussi j'apprécie le fait qu'il apporte quand même son expérience du privé, d'entreprise et du management d'organisation assez complexe. Donc il va savoir comment naviguer entre toutes ces entités qu'on a créées. Donc ça, c'est un des rôles qu'il va jouer. Vous allez voir, il en jouera encore d'autres par la suite. Donc ça, on a couvert les districts, on a parlé de la coordination. Le point suivant qui est stratégique, c'est celui des nouvelles adhésions. Je vais couvrir rapidement, mais qui est vraiment... C'est un parti, c'est l'acquis, mais c'est aussi la vie. Il faut qu'on ait du sang nouveau, il faut qu'on soit capable d'attirer des Ivoiriens. Ça, c'est une bonne mesure du succès. Un parti qui n'arrive pas à attirer de nouveaux membres, c'est un parti qui petit à petit va mourir. Donc c'est quelque chose que je veux suivre, que je suis déjà. Vous avez vu, peut-être j'étais à Port-Boué le 2 mars, bon, c'est quelque chose où je m'implique personnellement, parce que c'est important pour l'avenir du parti. Donc, j'ai le plaisir de vous dire l'opération qu'on a lancée le 16 janvier, on a eu 4000 nouveaux adhérents en 7 jours, avec plus de 60% de moins de 50 ans. Et il faut vraiment les voir. Les gens viennent, ils s'assoient sous les tentes, il fait chaud, c'est difficile, ils font la queue, et puis ils nous donnent leur argent. C'est quand même quelque chose de remarquable. Ils nous font vraiment confiance. Et bon, après, c'est à nous de mériter cette confiance. On a dépassé maintenant les 8000 adhérents. J'ai vu Séraphin. Séraphin est là, c'est lui qui s'occupe de ça de très près. 8000, franchement, c'est pas mal. Ça, c'est simplement sur Abidjan. Donc, on est parti là à Port-Boué. Je sais pas. Et nous, on va avoir combien pour vous? Combien? 4000 à 5000, dit Port-Boué. Bon. Je ne vais pas demander à chacun de faire une prédiction, mais bon, j'espère qu'on va arriver à ces niveaux-là, parce que franchement, c'est une transformation pour le parti, en termes de sang nouveau, hein, des jeunes, des cadres. Il y avait 1000 cadres sur les 4000, ça j'ai vu. Donc des gens qui vraiment peuvent contribuer, sur qui on peut s'appuyer, c'est une nouvelle ressource pour le parti. Mais aussi, en termes financiers, je ne sais pas où est mes sous, mais ce n'est pas négligeable, hein, la contribution de ces cotisations, et surtout elles sont récurrentes, si on arrive à les motiver. Donc c'est des ressources sur lesquelles on peut compter d'année en année où on est dépendant de personne, à part de nos militants. Donc vraiment, c'est une priorité pour moi, et j'ai demandé au vice-président Ezalé, qui va rejoindre mon cabinet, avec cette responsabilité particulière, de s'occuper de ce sujet et de s'assurer qu'on a les chiffres qu'on veut. Donc pas de pression, Georges, mais bon, tout le monde te regarde. Ça va être une mission importante. Donc voilà, pour les nouvelles adhésions, je vais parler un peu du programme maintenant. Si on peut avoir la page suivante. Le développement d'un projet commun. On peut passer à la page suivante également. Voilà. Donc ce qu'on a fait en fait, c'est des groupes de travail. Bon, je sais qu'on a les commissions nationales techniques, mais on a essayé de synthétiser, de remonter à un niveau un peu plus élevé avec 5 ou 6 thèmes.
Donc le premier, c'est le capital humain. Donc j'ai fait mon commentaire d'ouverture sur l'éducation, la priorité que le PDCI met là-dessus. Pour moi, s'il y a deux choses qui devaient définir notre parti, ce serait le capital humain et puis la personne. On commence par l'homme, la personne, au centre de tout ce qu'on fait. C'est la philosophie du parti depuis toujours, qui le président Okoye, poursuivi par le président Bédier. Donc c'est vraiment travailler sur le capital humain, la santé et l'éducation. La santé et l'éducation en Côte d'Ivoire. Ensuite, il y a beaucoup de questions de société. On va revenir là-dessus plus en détail. Les nouvelles technologies, qui sont un point extrêmement important. Voilà. Pour nous, et on continue, s'il vous plaît. Donc, économie et équité. Et là, vraiment, je lis les deux. Parce que l'un sans l'autre ne vaut pas grand-chose. Si on veut générer de la croissance sans se préoccuper d'équité, c'est très facile. N'importe qui peut faire ça. Ce qui est difficile, c'est de croître de façon équitable. Sans générer de pauvreté, et au contraire en réduisant la pauvreté. Donc vraiment, je veux que ce groupe-là ne se préoccupe pas seulement de taux de croissance, mais se préoccupe de lutte contre la pauvreté et d'équité, et comment on génère de la croissance qui va ensuite profiter à tous. Parce que c'est aussi le prix de la paix sociale. Développement durable, c'est important. On ne peut pas se développer simplement en consommant des ressources. Ce qui arrive à la forêt, c'est malheureux. Et derrière ça, il y a des questions de productivité. Et trop souvent, on s'est concentré sur la production. Si vous accroissez la production sans améliorer la productivité, vous consommez des ressources. Et à un moment ou à un autre, vous n'avez plus de terre, vous n'avez plus de forêt, et vous êtes au bout de la Cosette à la frontière de la Guinée, et puis vous commencez à aller faire du cacao en Guinée. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Donc le développement durable, il doit se faire à l'intérieur des frontières dans la qualité. La qualité du développement, ce n'est pas juste la quantité. C'est la qualité du développement et il doit être soutenable. Ensuite, j'ai mis paix et sécurité, avec notre frère Youssouf Bamba, parce que sans paix à l'intérieur ni paix à l'extérieur, on ne peut rien construire. Et que ça doit vraiment être l'objet d'une réflexion particulière. Parce que j'ai dit, pour moi, la Côte d'Ivoire n'a pas d'autre option que d'être en paix avec ses voisins. On n'a pas d'autre option que d'être en paix avec nos voisins. Ça a toujours été la philosophie du PDCI, et ce n'est pas facile, ça ne va pas de soi. Ça demande des efforts, ça demande des concessions. Parce que si on veut toujours gagner, à la fin on finit par tout perdre. Ce qui dure, c'est des arrangements où chacun gagne. Et que si, le président Okoye qui a dit on ne peut pas être une oasis dans le désert. C'est une vision à court terme, et à la fin c'est le désert qui va gagner. Donc il faut qu'on trouve des moyens de coopérer avec nos pays voisins pour qu'on ait des activités dont eux aussi profitent. À ce moment-là, ils resteront chez eux, nous aussi on sera chez nous heureux, mais on ne peut pas arrêter la misère avec des murs, on ne peut pas arrêter la misère avec des armes. Et s'il y a la misère chez votre voisin, un jour ou l'autre, elle va venir vous contaminer. Donc on ne peut pas vivre sans se préoccuper de ce qui se passe chez le voisin. Un jour ou l'autre, ces problèmes vont vous rattraper. Si simplement on partage le même espace géographique, bien souvent ce sont les mêmes peuples, bien souvent ce sont les mêmes langues. Donc comment on va se séparer d'eux? Est-ce qu'on va construire un mur? Donc je ne veux pas me passer trop de temps là-dessus, mais pour moi c'est vraiment, vraiment fondamental. Et si le PDCI a réussi, c'était parce qu'il avait vraiment cette vision de dire on n'est pas juste une Côte d'Ivoire prospère dans un océan de problèmes, on aide aussi les autres pays, au lieu de se réjouir de leur malheur. Vraiment, se réjouir du malheur de son voisin, c'est pas intelligent. Parce que son malheur, c'est votre malheur de demain. Donc, voilà un peu le genre de choses. Après ça, bon, les personnes, on a désigné un certain nombre de leaders des groupes de travaux, et j'ai demandé aussi à Benjo de coordonner tout ça, parce qu'à la fin, tous ces problèmes sont liés. Si on les prend par isolation, on écrit des rapports, mais qui ne font pas un tout cohérent. Donc c'est important qu'il y ait quelqu'un qui assure que tout ça tient la route et qu'on ne prévoit pas des choses qui sont incompatibles dans les différents groupes de travail. Donc ça, c'est ce qu'ils vont faire. Je vais passer plus rapidement sur les détails, parce qu'on a détaillé en fait un peu les thèmes dans chaque groupe. Si on prend le capital humain, donc santé, éducation, j'ai dit démographie, les femmes, c'est un peu le même sujet. Parce que la démographie et les femmes, franchement, c'est un peu la même chose. C'est des mères, et puis combien d'enfants elles ont, combien d'enfants elles souhaitent avoir, en bonne santé, dans des conditions de sécurité.
planning familial, tout ce qui est sport et loisirs, avec une population aussi jeune que la nôtre. Je ne vais pas revenir sur la canne, mais le sport et les loisirs, c'est important. Le deuxième, qui est un bloc moi, qui me tient aussi à cœur, c'est tout ce qui est autour des droits humains, des droits de l'homme, de la société, de la justice. La raison pour laquelle je suis allé chez GESCO, c'est pour ça. Parce que je pense que les droits de l'homme, c'est aussi la base de tout, que les gens ont des droits et qu'il faut les respecter. Donc mener une réflexion sur toutes les questions de justice, on ne peut pas avoir une société civilisée, c'est-à-dire en paix, où les gens ne se tuent pas les uns les autres si on n'a pas de justice. Il faut une justice qui fonctionne, il faut une justice qui est équitable et qui est reconnue comme équitable par tous. Il faut que la sécurité de chacun soit garantie. Il faut que les droits de l'homme soient respectés. Et j'ai dit à GESCO que chaque personne qui vit quelque part sur cette terre a des droits, c'est vrai. C'est reconnu universellement par toutes les conventions internationales. Et donc il faut respecter ces droits-là. La diversité et l'inclusion pour un pays comme le nôtre qui est aussi divers, c'est fondamental. Trouver des moyens de vivre ensemble, tout en respectant les traditions de chacun, la diversité de chacun. Au contraire, c'est bien, parce que ça rend tout le monde plus riche. Parce que chacun emprunte. Il n'y a pas de meeting en Côte d'Ivoire aujourd'hui où on ne demande pas les nouvelles. On ne demandait pas les nouvelles dans toutes les ethnies de Côte d'Ivoire, mais c'est quelque chose que tout le monde a emprunté, parce que c'est une bonne idée. Et les Anglais disent la forme la plus accomplie de flatterie, c'est l'imitation. Donc quand les gens vous imitent, c'est de la flatterie, c'est très bien. Donc les gens imitent, chacun prend des traditions chez l'autre, on mange du riz partout maintenant, on mange de la tiaké partout, c'est très bien. Donc la diversité, et voir ça comme une force, pas comme un problème. Bon, équilibre régional, décentralisation, j'en ai parlé, même cette évolution du PDCI pour moi va dans le sens de la décentralisation. Il faut décentraliser, il faut permettre aux gens de choisir et de définir leur mode d'organisation eux-mêmes. La réforme de l'État, ça va de pair avec la décentralisation, parce que ça veut dire aussi qu'il faut qu'il y ait une décentralisation des moyens. Là, je parle sous le contrôle du ministre Bombé, mais décentraliser les obligations, les charges, sans décentraliser les moyens, ça ne marche pas. Donc il y a vraiment une vraie réflexion à mener. Trop souvent, les maires sont démunis face au sous-préfet ou au préfet. Si vous regardez les équipes, la disproportion des moyens, pour moi, c'est l'élu qui doit primer. Et s'il y a une allocation des moyens, elle doit d'abord aller à l'élu, pas à celui qui est nommé. Donc il y a vraiment des réflexions à mener sur la réforme de l'État et comment faire avancer. Bon, les médias, vous êtes là, je vous salue. Le rôle des médias dans la société, c'est fondamental. Il y a aussi des réflexions à mener en liaison avec les questions de culture. Bon, les nouvelles technologies, qui est un peu le thème suivant, c'est aussi vraiment important. C'est là où peut-être on est le plus vulnérable en tant que pays en développement. Parce que là où l'avance des pays développés croît le plus vite, c'est vraiment sur les technologies qui sont directement liées au capital intellectuel. Et on a des matières premières, on a tout ça, mais en termes de capital intellectuel et de quantité, on est encore en déficit. Et si vous prenez un thème comme l'énergie, les États-Unis sont sur le point d'avoir l'énergie la moins chère du monde. Quand vous avez le pays le plus riche du monde, qui a l'énergie la moins chère du monde, comment vous faites pour le rattraper? Et ces avancées technologiques font que l'écart, aussi bien en termes de finances, d'agriculture, se creuse au lieu de se réduire. Et donc, on n'a pas le choix de se dire, on va juste prendre leurs technologies, on va juste les importer, on va juste les acheter, parce que la copie est toujours moins bonne que l'original. La meilleure technologie, c'est celle que vous avez développée vous-même, à travers la compréhension de vos besoins, l'analyse de vos besoins, et puis le développement de solutions originales. Ce n'est pas des solutions qui ont été développées dans le Middle West qui vont venir ici, tout révolutionner. Donc vraiment, l'innovation, et puis la réflexion, je pense que c'est un thème important, et on va faire des propositions là-dessus. Donc, économie et équité. On va essayer d'aller. Le secteur privé, les PME, l'emploi des jeunes, oui, c'est important, parce que ce sont les PME qui créent les emplois. Le secteur privé, je vais passer, il y a tous les sujets, vous pouvez voir ça dans les documents. Le dernier point, moi, il me tient à cœur aussi, qui est le développement de l'épargne intérieure et de ressources financières à long terme dans l'économie domestique. On ne peut pas se développer uniquement en empruntant à l'extérieur. Moi, j'ai fait ça dans des pays asiatiques, j'y ai travaillé. Quand j'étais CEO de Prudential, Prudential avait 200 000 agents d'assurance rien qu'en Indonésie. C'était un des pays que je supervisais. Et quand vous avez une population jeune, vous pouvez avoir des systèmes de retraite à long terme. Parce que vous êtes en phase d'accumulation, ces gens sont jeunes, ils ne vont pas à la retraite, et il ne faut pas gaspiller. Il faut prendre ces ressources-là. Moi, j'ai fait ça au Vietnam, on avait 40 000 employés. Bon, une des choses que je faisais, c'est qu'on collectait ces petits ruisseaux-là, on en fait des grosses rivières,
quand il faisait une privatisation, c'était Prudential qui était le premier investisseur en monnaie locale dans la privatisation. Quand il y avait les télécoms, il faisait des infrastructures, on investissait dans l'économie locale à long terme. Parce que ce sont des ressources en monnaie locale, donc qui ne créent pas de problème d'endettement pour le pays. Donc, générer des fonds propres en monnaie locale, c'est le prix de l'indépendance. Si vous ne pouvez pas financer votre économie, vous n'êtes pas indépendant, c'est aussi simple que ça. Parce que celui qui prête aura toujours des droits exorbitants sur vous, c'est comme ça. Donc, bref. Donc, développement de l'épargne et de ressources à long terme générées dans et par l'économie nationale. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Alors après, on parle un peu de pauvreté, productivité agricole, j'en ai parlé, l'urbanisme, logement, tout ça c'est aussi lié à la démographie. Enfin, il y a tout, vous connaissez toute la déclinaison de ces thèmes jusqu'au foncier, au tourisme. Mais je vais continuer. Passons au thème suivant. Allons au cinquième. Voilà, développement durable. Donc j'en ai un peu parlé, mais on a tendance un peu à le négliger parce que bon, on a des pressions, il y a la pauvreté, etc. Mais vraiment, il faut penser à long terme là-dessus. Les problèmes d'eau, les problèmes de forêt, les problèmes de qualité de l'air, de faune, de flore sont vitaux pour la qualité de vie, les problèmes d'insalubrité, les problèmes de transition écologique. Donc c'est Alain Cocotret qui va s'occuper de ça. Et puis paix et sécurité, en fait, on peut passer, parce que j'ai pratiquement fait l'essentiel des commentaires que je voulais faire là-dessus avec Youssouf Mbonga, mais c'est un point important. Et pour moi, la paix, c'est un facteur de développement économique. Surtout si on est un pays pauvre, aller dépenser son argent sur des armes qui coûtent très cher, qui ont été produites par les pays développés et les rendre encore plus riches, ce n'est pas une bonne stratégie. Donc la paix, c'est ce qui permet de ne pas avoir à faire ce genre de dépenses. Donc c'est une stratégie intelligente. Ce n'est pas juste un principe, c'est une nécessité. Si on veut contrôler son destin et pas dépenser tout le peu de ressources qu'on a en armes et en moyens de défense. Et pour ça, c'est un discours qu'il faut tenir aussi aux autres pays. Quand le président Oufoué a fait le conseil de l'entente, ce n'était pas un hasard. Que l'entente, ça fait économiser de l'argent. Les palabres, ça fait dépenser de l'argent. Donc il faut s'entendre, si en bonne intelligence, ça permet à tout le monde de dépenser moins sur les dépenses de défense, et on peut tous investir dans le développement à long terme. Donc voilà. Alors, le dernier point que je voulais couvrir avec vous, c'est en fait les ajustements des structures existantes, si on peut continuer. Voilà. Donc avec le secrétariat exécutif, le collège des vice-présidents et mon cabinet. Donc au niveau du secrétariat exécutif, on va faire un changement avec donc un nouveau secrétaire exécutif en chef, si on peut avoir le slide. Le suivant. Allez, voilà. Vous voyez qui c'est, mais il a 3 adjoints, que vous pouvez saluer également. Pays Bernard. Une dame, Manon Geneviève, c'est bon, on ne m'entend pas. Et Soumaïla Bredoumi qui est là aussi. Qui garde le porte-parole là. Si vous regardez le secrétariat exécutif, il y a 2 types de fonctions. Il y en a qui sont plutôt tournés vers la vie du parti, gestion des structures, etc. Et puis d'autres qui sont plus tournés vers l'extérieur, en relation avec le secteur privé, etc. Donc on a divisé les deux. Et je pense qu'on a une bonne équipe là. On a aussi pris en compte l'équilibre régional et des choses. Même si les gens, on est content d'avoir une femme. On aurait voulu en avoir plus, mais bon, c'est un début. J'avais dit que j'essaierais de faire la promotion des femmes au conseil emploi. Donc Madame Manon, merci d'avoir accepté. Docteur Véli aussi Bernard, merci d'avoir accepté. Et Vladimir Soubaïla, merci d'avoir accepté. Vous savez, quand vous faites ces choses-là, il y a toujours un moment délicat. C'est quand vous proposez et puis bon, vous attendez si les gens vont dire oui ou pas, ou non, c'est pas obligatoire. Donc je leur suis reconnaissant d'avoir accepté de continuer à servir le parti dans ces rôles. Donc on va vous passer rapidement la liste des secrétaires exécutifs. Voilà. Donc on peut les applaudir, hein. Koumou Mobio, Jacques, Jean-Marc Jean-Louis Billon, qui a communiqué ses excuses, il dit qu'il est à Cotonou aujourd'hui, donc il ne pouvait pas être là. Jean-Louis Billon, Maître Blessy, Diabo Fouille, oui, je l'ai vu là-bas, oui. Simon Plot, Kwame Yao, que j'ai salué,
Et on continue. On continue, la page suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc Mathias, Yapokalis, Koulibaly, Doulaye, est-ce qu'il est là? Le noir, vous connaissez tous ces noms. On a une autre, Madame Di, au niveau des femmes. Voilà. Notre aîné Kwame Krach, qui a aussi une fonction importante en plus des autres sur la diaspora et les militants de l'extérieur. Merci encore. Continuez. Voilà, donc les nouvelles technologies, j'en ai parlé. On a Madame Diaye à la cohésion, solidarité, quoi. On m'entend pas, je crois qu'on m'entend. Bon, papa nouveau sur les confessions religieuses, Quadio Martin qui s'occupait déjà de la chefferie, Guessin Eugène sur le Parlement. Et je crois qu'avec ça, on a fini. Donc voilà l'équipe. Ils auront tous besoin de votre soutien, donc on compte vraiment sur vous pour les aider dans leurs tâches respectives, qui sont des missions importantes et difficiles. Alors ensuite, le collège des vice-présidents. Comme vous le savez, en fait, c'était le général Ouassena qui s'en occupait, qui nous a malheureusement quittés. Je salue encore sa mémoire et tous les services énormes qu'il a rendus à la Côte d'Ivoire et au parti. Et donc, le ministre d'État Bombay a accepté de prendre sa succession. Il le faisait déjà, mais maintenant c'est entériné de façon formelle. Et Georges Ezali, comme il n'est pas assez occupé, on a ajouté encore une autre à ses fonctions. Il va être vice-coordonnateur. Voilà. Enfin, le dernier volet, c'est mon cabinet. Voilà. Donc j'aurai un directeur de cabinet, Alain Cocodré. Je ne vois pas, est-ce qu'il est là? Il y a quelque chose à lui dire. Oui, oui, oui. Première mission, la prochaine fois que je parle, que les micros fonctionnent. Maintenant j'ai quelqu'un à qui déléguer ces choses-là. Voilà. Donc, Alain, ça va être pour toi. Bon, j'ai gardé les conseillers spéciaux comme Ekra, Kwasi Yao, Nyamke Kofi, qui va rejoindre mon équipe. J'ai mentionné Jean-Marie Akeboui parce que c'est vraiment un maître en matière d'élection et de ces questions-là, donc j'espère pouvoir compter sur sa collaboration. Hervé Ali a accepté de rejoindre l'équipe, je ne sais pas s'il est là. Il faut changer le micro. Hervé Ali, il est là, voilà. Il a accepté de rejoindre l'équipe. Bon, Youssouf Bamba, qu'on ne présente plus. William Bando, qui a eu un décès récemment, mais qui s'occupe beaucoup de société civile, parce que si on doit gagner l'élection, on ne peut pas la gagner seulement avec le PDC. Donc vraiment, tout ce qui est relation avec la société civile est important dans tous les cas. Pour aussi être au contact de la société, savoir un peu ce que les gens pensent au-delà du parti, quelles sont leurs préoccupations. Alexis Nguessan, je l'ai vu quelque part, Alexis, il est là, il va s'occuper des nouvelles technologies. C'est un entrepreneur et c'est son domaine, il est dans le privé, donc il est très bien pour ça. Alors mes deux protocoles qui ont du pain sur la planche, donc Rennes et Jean-Charles, et puis la communication qui a aussi du pain sur la planche, Gustave Nguessan. Donc voilà, on arrive vraiment au terme de l'exposé que je souhaitais faire ce matin. Si on récapitule, il y a vraiment un effort pour organiser le parti sur une base géographique, de manière à ce qu'il soit plus proche du terrain, plus proche des militants. Une organisation spécifique jusqu'à la fin de 2025 pour que les Ivoiriens s'enrôlent massivement sur les listes électorales et également pour développer un projet de société qui reflète les aspirations des Ivoiriens et auquel ils souhaitent adhérer en votant pour nous. Et enfin, je vais finir là-dessus vraiment, ce que peut-être vous percevrez là-dedans, c'est vraiment le travail en équipe. Ce que j'essaie de faire, c'est de mettre en place des équipes, pas comment dire ça, des monarchies. Donc il faut que chacun qui est dans une position de leader se voit comme le premier entre ses pairs, pas un grand chef ou un grand patron. On est là pour délivrer un objectif pour le parti, pour travailler en équipe. Et c'est la philosophie qu'on met en place dans les autres représentations. Oui, il y a le haut représentant, mais il a aussi les hauts conseillers, il a aussi les rapporteurs, il a aussi les secrétaires, il a aussi la cellule de support. Et c'est seulement comme ça qu'on va y arriver et qu'on peut donc remporter la victoire que nous souhaitons tous. Donc voilà, je vous dis merci pour votre attention, votre patience, et je dis tous ensemble, on gagnera. Merci beaucoup.
Voilà, c'était la communication du président, élu fraîchement à la tête du plus vieux parti du Côte d'Ivoire. Alors il a présenté la structure de son parti et puis voilà, et sa vision pour gagner les élections en 2025. Micro s'il vous plaît, merci. Il a ovationné à nouveau le président du PDC-RDA qui vient de décliner les nouveaux organes et les nouvelles structures du parti, ainsi que leurs animateurs. Permettez que je fasse entorse au programme et demander à tous ceux qui ont été nommés de se lever pour que la salle les ovationne. Ovation Nouri, Ovation Nouri, Ovation Nouri, Ovation Nouri au nouveau responsable du parti. Merci. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Tout à l'heure, un code QR va être projeté. Le service communication vous autorise à scanner, à photographier le code QR pour pouvoir récupérer toutes les données qui ont été diffusées tout à l'heure. Service communication, est-ce que nous pouvons avoir le code QR s'il vous plaît? Ça va être affiché à l'écran, vous pouvez sortir vos téléphones et filmer. Pour ne pas défaire la capture d'écran. Bon, le temps que vous soyez prêts, j'appelle à ce pupitre M. Brendoumi Soumaïla pour le mot de remerciement. Merci. Monsieur le Président du PDCI RDA, Monsieur le Président honoraire du PDCI RDA, Mesdames et Messieurs les membres des instances, je note que, Monsieur le Président, je prends donc pour la première fois la parole après ma reconduction au porte-parole. Chers invités, Mesdames et Messieurs de la presse nationale et internationale, il sera difficile de faire une synthèse de ce qui a été dit, mais sachez que c'est une innovation, c'est une évolution pour objectif de conquérir le pouvoir en 2025. Il n'y a pas d'autre chose. C'est donc, Monsieur le Président, au nom de toutes les personnes qui ont été promises ici ce matin, que je prends la parole pour exprimer notre gratitude à vous et à tous les doyens qui vous ont conseillé, qui vous ont suggéré des noms, qui vous ont permis de faire des analyses et qui ont abouti à un dispositif de rapprochement de notre parti avec la base. Au-delà des personnes individuelles citées dans chaque structure, c'est l'ensemble des militants que vous mettez en mission. Il s'agit d'une équipe au service du parti et au service de notre pays. L'objectif du PDCI RDA, il faut le répéter, est la reconquête du pouvoir d'État. Jamais notre parti n'a été aussi près de cette cible. Au nom de tous, j'adresse nos remerciements à tous nos doyens. Je reviens sur les doyens, auprès desquels vous avez reçu des sages conseils. Nous comptons sur leur bénédiction et leur appui continu. Nous sommes par ailleurs redevables à ceux qui ont œuvré pour que le parti survive jusqu'à ce jour par une animation efficace des structures. Je voudrais, en votre nom, rappeler que vous avez assuré à chacun et à chacune, membre des structures mises en place par le président Bédié, que chacun sera utilisé pour le combat de la reconquête du pouvoir. C'est donc ensemble que nous gagnerons le combat pour faire ressortir la vérité des souffrances de nos concitoyens et obtenir le suffrage des Ivoiriens. Ce combat-là,
ce combat ne faiblira pas. Les militants et particulièrement l'équipe mise en place ne céderont pas aux injures et aux menaces des dirigeants aux abois et surpris par l'échec de leur politique. Je vous remercie, chers militants, chers parents, chers amis de la presse. Le président vous remercie et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Monsieur le Président, j'ai fini, mais je voudrais demander que l'âme de tous nos pionniers, dont certaines photos sont ici, les âmes la bénissent, vous bénissent, et que bénissent nos doyens, qui leur apportent longue vie et bonne santé. Ce n'est pas tous les partis politiques qui ont la chance d'avoir des doyens. C'est auprès de que nous puissions notre sagesse et que Dieu fasse que la lumière de ces doyens, de nos aïeux, éclaire vos pas, vous éclaire par devant pour voir la cible des objectifs atteints, vous éclaire par derrière pour que les ennemis placés que vous puissiez les éviter, vous éclaire à la gauche, vous avez les combattants et les combattantes assis et qui sont prêts pour le combat. À droite que nous sommes, ici, que nous soyons vos pionniers, vos soldats pour ici, et que par en bas, la terre, la Côte d'Ivoire soit éclairée partout où vos pas, et que le ciel vous prenne par la tête pour nous amener au combat final, qui est le succès du pays. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, avec la permission du président du parti, nous vous prions de vous tenir debout. Nous allons chanter ensemble l'hymne de l'appel au travail. Juste après cet hymne, je vous prierai de bien vouloir rester en place afin que le président fasse son retrait avec le vice-président et les membres de son cabinet avant de le suivre, du moins. Mesdames et messieurs, le travail de 1000 générations. Le travail de 1000 générations construira ma Côte d'Ivoire. Elle paraîtra devant les nations dans tout l'éclat de sa gloire. Son unique destinée, puisque braves et fiers, mes aïeux sont morts pour la défendre, et moi je vivrai pour l'aimer. Destinée, puisque braves et fiers, mes aïeux sont morts pour la défendre, et moi je vivrai pour l'aimer. Merci beaucoup. Sous vos ovations, nous allons permettre au président du parti de se retirer, ainsi qu'au vice-président, au président honoraire et aux membres de son cabinet. Sous vos ovations, mesdames et messieurs, et vous pouvez continuer de scanner le code QR. Vous pouvez continuer de scanner le code QR pour récupérer toutes les informations qui ont été diffusées tout à l'heure sur l'écran. Ceci met fin à la présente cérémonie. Voilà, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Ne manquez pas de partager massivement cet élément. Que Dieu vous bénisse et restez toujours Canal Ivoire.